en termes de hype man, je suis le premier au Bénin. Je voulais rivaliser avec les artistes, même en étant hype man. Au Bénin, le hype man n'est plus un simple accompagnateur. Hyper, c'est pas venir tuer le... On le voit sur toutes les scènes, dans tous les clubs, sur les plus gros événements du pays, toujours au micro. Monsieur Richard Diovi, il y a un jeune qui parle dans le camion là. J'étais devenu indispensable. Je faisais de la musique. Moi, j'étais rappeur. Les hype man d'aujourd'hui, ils font comme Majestic, même au Nigeria. Et derrière les lumières, il y a une réalité qu'on ne voit pas. J'étais là, je pleurais, je sais pas. J'ai jamais pris une cigarette de toute ma vie, jamais. Et je ne prends pas d'alcool. My Man Majestic 4.0. Tout le monde me connaissait à cause d'un concept que j'ai créé. Il s'agit de Eteminandou. Et les gens répondaient, mais des Bossivet. Comment est-ce que les gens ils te regardaient? Comment est-ce qu'ils te percevaient? Mon père n'était pas pour. J'ai vu certaines de mes grandes sœurs me dire que bah non, ça c'est pas dans notre famille. C'est quoi les compétences qui font un bon hype man? 1 heure. 1 heure à animer comme ça, sans musique. Exactement, le son ne venait plus du tout. Sans musique. Mais est-ce qu'il y a des DJ avec qui tu n'aimes pas jouer? Il faut discuter avec le public. Ça, c'est un truc que mes jeunes frères hype man ne font pas. Moi, il m'arrive de dire aux gars d'enlever leur habit, ils enlèvent. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des scènes que tu as refusées par conviction religieuse? Axel Merrill, c'est ton cousin? Lui, il est insolent. Parfois, il oublie qu'il est Axel Merrill. Est-ce que tu as déjà eu envie de quitter ce milieu-là? Cotonou Boy Show. Il y a les artistes et ceux qui font vibrer les artistes. Dans l'ombre des DJ, au cœur des nuits, une voix s'est imposée. Une énergie, un rythme, une présence. Au Bénin, le hype man n'est plus un simple accompagnateur, c'est devenu un acteur central du show. Et s'il y en a un qui a changé les règles, c'est bien lui. On le voit sur toutes les scènes, dans tous les clubs, sur les plus gros événements du pays, toujours au micro, toujours au contrôle, toujours en train d'élever et de faire vibrer la foule. Mais derrière l'énergie, il y a un homme, derrière la hype, il y a une discipline, et derrière les lumières, il y a une réalité qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, ce n'est pas juste un hype man qu'on reçoit, on reçoit le symbole d'une nouvelle génération de la nightlife et de l'événementiel béninoise. Bienvenue dans le Cotonou Boy Show, Oyonambe Nasty Nesta. Mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat, et nous recevons My Man Majestic 4.0. Toujours. Bonjour Majestic. Bonjour le Big, comment vous allez? Ça va très bien toi-même? Ça va, je rends grâce. Ça fait plaisir de te recevoir sur le Cotonou Boy Show, ça fait un moment. Ouais, ça c'est vrai, le plaisir est vraiment partagé. Alors comment tu t'en sors? Je sais que tu vis à 1000 à l'heure. Ah ouais, là c'est pas facile, oui. mais bon, on essaie de garder le rythme et tout. Ok. Alors, c'est vraiment un plaisir de te recevoir pour parler de ton art et de ta discipline, parce que c'est devenu carrément une discipline aujourd'hui. Hypé, que tu nous en parles un peu. Mais avant Majestic 4.0, qui est l'homme derrière l'homme de scène? Bah, moi, c'est Awede Makature, Majestic. Et voilà, je suis un jeune né au Bénin, qui a grandi au Bénin, et qui s'intéresse à la musique et sur toutes ses formes. Donc, j'ai fait des études en marketing et parallèlement en anglais. Donc, voilà un peu ce qu'il faut connaître. À la base, j'étais mannequin. J'ai fait la mode. Je me suis intéressé aussi au sport, le basket. Je sais pas, voilà en gros ce que je fais chez moi. Ok, mais aujourd'hui, on dit que tu as révolutionné la discipline de la hype au Bénin. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est une exagération? Non, moi je continue à travailler, donc je ne sais pas. Tant que l'objectif n'est pas atteint, je dirais pas que j'ai fait grande chose. Mais bon, quand même, j'ai apporté un changement à tout ce qui est hype. Et je pense qu'en termes de hype man, si je ne me trompe pas, je suis le premier au Bénin à avoir apporté ce pseudonyme-là. Parce qu'à la base, il y avait MC, présentateur et animateur. Je pense que c'est plus ça. Mais comment ça commence en fait? Voilà, c'est un jeune qui, après le bac, faisait la mode, une école de mode, la NA. Il s'est fait que de là, le promoteur de l'agence de mannequinat, lui, il était consultant auprès de M. Richard Diovi, Groupe Empire. Donc il a demandé en une soirée, mais qui sont ceux qui ont des moyens de déplacement pour travailler à Empire, sur tout ce qui est caravane, sur tout ce qui est événement. Donc c'est là que voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis rendu, j'ai commencé à faire cette formation-là, à suivre, si je me rappelle, sur le concert de Dadju.
Ok. Je pense que c'était ça dans le temps, un gros conseil dans le temps où voilà, on travaillait. Moi, j'étais là avec l'équipe de Caravane, je supervisais avec Rudy Adjovi. C'était un travail avec tout ce qui était de la communication. Ouais. Donc, un jour, il s'est fait que dans le camion podium, ça ne bougeait pas vraiment. Ok. Voilà, il fallait passer l'information et tout. Donc, moi, j'étais là au micro. Ah, Tovito aussi Benetton, mesdames et messieurs, ne ratez pas l'événement d'Adjou, il sera au Bénin. Voilà, juste un jeune dans le truc qui communiquait. Mais moi, je ne savais pas que ça avait de l'impact. Parce qu'après, le boss, il a vu. Il a dit, mais il y a un jeune qui. Monsieur Richard Jovi, il y a un jeune qui parle dans le camion là. Ça va, on dirait que les gens s'écoutent quand même ce qu'il fait. À la base, moi, je n'étais pas dans ce feeling-là. Parce que j'étais mannequin, tout ça. Mais après, il s'est fait qu'à chaque fois, il me disait de ne plus suivre l'équipe juste pour superviser, mais d'animer dans le camion, parce qu'il y avait de l'impact. J'étais devenu indispensable. Donc il arrivait des fois où je chauffais dans le camion podium, les filles dansaient, les gars s'enjaillaient et tout. Ici, une soirée, on a fini. Il y avait un gars qui avait un show, il m'a dit, mais toi, l'animateur, c'est toi, je veux sur... Je dis, non, mon gars, moi, je ne suis pas animateur. Hein. Il a dit, non, il faut venir. Je suis parti, il y avait Sacré DJ. On s'est ambiancé. Les gars, ils ont kiffé. Je ne savais pas forcément tout ce que je disais, mais quand même, ça sautait. Tu faisais juste de l'ambiance comme ça. Ça, c'est il y a 7 ans. Ok. Je faisais l'ambiance. Une semaine après, les gars de HECM m'ont appelé sur l'événement tropical. Que, c'est toi qu'on veut avec Nawal Dedravo, est-ce que tu pourrais? Je me suis dit pourquoi pas, parce que là, ils ont proposé un cachet. Ok, tu as commencé à voir que bon voilà, quand même. Il y a quelque chose à faire là-bas. C'est ça. Et je faisais rien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je me suis rendu. C'était l'une des plus grosses soirées, je sais pas, à l'époque. J'ai animé, il y avait beaucoup d'artistes, les gens s'enjaillaient vraiment. Donc c'est là que ça a commencé. Ok. C'est vraiment là que ça a commencé. À noter qu'à la base, je faisais de la musique. J'étais rappeur. J'écrivais des textes, je faisais des freestyles. Donc c'était ça, il n'y avait rien d'animation, de hype réellement. La vision, c'était de devenir artiste-chanteur. Ouais. Et à quel moment tu as compris que tu avais vraiment un pouvoir dans ça? Parce qu'il y avait à cette période-là, comme tu disais, beaucoup d'animateurs, mais ils étaient juste derrière le DJ. On ne les retenait pas, tu vois. Et il y avait ce truc de la Côte d'Ivoire aussi, où tu avais des DJ qui faisaient des animations, coupé, décalé au micro et tout ça là. Comment toi, tu as pu trouver tu as pu te détacher vraiment et exister à côté du DJ? C'est simple. Comme je l'ai dit, moi, j'ai toujours voulu être artiste. Ok. Donc, un artiste, c'est quelqu'un qui est là. Je ne voulais pas juste être un plus, je voulais vraiment créer mon mouvement. Ce qui faisait que je ne voulais pas rester forcément dans l'ombre du DJ. C'est là que j'ai commencé à travailler, à créer aussi. C'est vrai que les DJ, ils n'étaient pas très patents, mais je créais. J'essayais de ramener de nouvelles choses, créer des concepts. Dans le temps, tout le monde me connaissait à cause d'un concept que j'ai créé. Il s'agit de Ete Milandou. Et les gens répondaient, mais des vos verts. Ah putain, c'était un peu ça. Donc voilà un peu. Et j'essayais de faire un petit effort sur le style, physiquement, essayer d'aller, de ne pas rester derrière le DJ. J'ai vu que les gens, ils s'ambiançaient plus quand j'allais vers eux. Ok. Vous voyez? Donc, ce style où tu vois le hype man qui descend, qui crée un mouvement où les gens se le suivaient, dansaient et tout. Voilà. Donc, c'est comme ça a commencé à venir directement. Les gens, ils ont commencé à l'adopter comme ça. Moi, je me rappelle, je t'ai vu la première fois sur scène, je pense que ça doit faire 3 ans ou 4 ans, je pense 3 ans, sur Eat and Drink. Et ce qui m'avait choqué, c'est que je pense que le festival faisait 1 semaine. Et sur 4 ou 5 jours successifs, tous les jours, tu étais là. Et je pense que tu commençais à 17h ou 18h. Et tu terminais, quand le festival se terminait vers 2h, 3h du matin. Exactement. Et tu as fait ça tous les jours. Oui, c'est ça tous les jours du festival. Mais à cette époque-là, je pense que tu étais en train d'imposer ton nom. Mais c'était quoi ton état d'esprit quand tu montais sur scène à cette période-là? Je voulais devenir le meilleur. Et moi, je voulais rivaliser avec les artistes. Même en étant hype man. C'était ça. C'était quand Majestic est là, on ne s'éteint pas. C'était un peu ça. Disons aussi que je suis très endurant. C'est ça qui m'a aidé. Là, je me rappelle que
sur cette édition, je suis resté là sur une semaine, de 18h à 2h, sans arrêt. Et il y avait, même quand il y avait... Et tous les DJ changeaient, mais toi, tu restais là et t'accompagnais tous les DJ. Non, ça m'a choqué. C'était un peu ça. Ok. Donc, à cette époque-là, pour toi, c'était... être un artiste, en fait, ça. Être, voilà, compétir avec les artistes, exactement. Être d'égal à égal avec les artistes. C'était ça, être égal aux artistes. Et en réalité, en cette période-là, je me suis rappelé que je faisais une transition. Que les gens ne voyaient pas forcément. Comme je l'ai dit, l'objectif, ça a toujours été de faire la musique. Et si ce nom d'Hype Monde-là est en train de prendre, ça pourrait m'aider pour ma vision. Il fallait tout donner en ce moment-là. Et tu donnais vraiment tout à 1000%. Merci. Ça, mais tu sais, cette émission passe aussi à la radio. Et ce qu'on fait généralement pour la radio, on demande à nos invités de nous donner des morceaux par rapport à certaines étapes de leur vie. Quand tu repenses à cette période-là, il y a 3-4 ans, quel est le morceau qui te revient en tête quand tu penses à cette... Déjà, je vais me permettre d'aller un peu derrière. Fireboy, la chanson c'est Focus. Ça, c'est une chanson qui me faisait beaucoup pleurer, je sais pas pourquoi, alors que ça ne parle de rien. Peut-être j'étais assis, là, peut-être parfois, je quittais ma chambre, je voulais me coucher près du lit de ma mère. Je ne sais pas, j'étais là, je pleurais, je sais pas. J'ai toujours été un gars qui a cette soif-là de réussir, qui a la rage. Je passais mes nuits à écrire des tests. Je sais pas, je voulais atteindre un niveau que je n'atteignais pas forcément. Et c'est vraiment une période où j'écoutais beaucoup ce morceau-là. Je sais pas, en ce moment, je comprenais pas forcément les paroles. Il y a aussi, Quavo et Justin Bieber. Intention. C'était ces deux périodes, c'était ces deux morceaux-là qui m'accompagnaient beaucoup dans le temps. Mais il y a 3 ans, 4 ans, disons que bon, là, j'écoutais déjà Rema. C'était vraiment... on a pris la vague Rema, Mais en cette période-là, je pense que j'étais plus serein parce que je me disais que ça donnait quelque chose. Donc, il fallait ne pas lâcher. Mais quand tu as commencé en mode hype man, dans la tête des gens, comment est-ce que les gens ils te regardaient? Comment est-ce qu'ils te percevaient? Que ce soit les DJ, on va commencer par les DJ, le public et maintenant tes proches. Pour les DJ, je pense que eux, bon, pour ceux qui aimaient le travail, ça leur faisait plaisir. Parce que ils sentaient un plus dans leur travail. Ce qui fait qu'il y avait des DJ, ils m'appelaient, malgré que le promoteur n'était pas prêt à débousser pour le Hype Man. Mais parce que j'apportais un plus, les DJ là, eux, ils m'appelaient, Maëstic, viens, on partage ce cachet là. Je passe par ce canal pour faire un big up à Sacré. DJ et à tous ceux qui m'ont donné de la force dans le temps. Donc, eux, ils m'appelaient, faut venir. Jabi aussi. Il disait, Maëstic, depuis qu'on a fait un événement, je pense que c'était au Palais des Congrès, exactement. Il m'appelait, c'est comment, est-ce que tu peux venir, on va travailler, on va bosser. En plus, il y a une bonne alchimie entre vous, entre Jabi. C'est parce que, bon, je pense que lui, il est très professionnel. Et j'essaie de l'être aussi. Hyper, c'est pas venir tuer le mot de saturer la musique. Je pense que c'est surtout à cause de ça que nous, on s'attend. Je sais quand hyper, quand lui laisser vibrer, quand laisser le public s'exprimer. Donc, voilà un peu. Maintenant, pour le public, c'était pas forcément la bienvenue. Ah bon? Bon, pour le public proche, mais on va parler des proches après. On va parler des proches. Pour le public, c'était bien. Tout le monde me découvrait. Ils accrochaient. Ce qui a fait que, quand j'étais pas là, les gars m'écrivaient, non, quand tu n'es pas là, le show c'est bon, c'est comment, non, faut venir. C'est à partir de ça même qu'ils ont commencé à parler des versions. Sinon, à la base, j'étais pas 4.0, j'étais juste Majestic. Voilà, ça c'est une question. C'est quoi le 1.0, 2.0, 3.4.0? À la base, sur les affiches, ils mettaient animateur. C'est ça quoi, les gens me découvraient à peine, ils mettaient animateur. Et puis un jour, il y a un graphiste, on l'appelle l'AD, Magic Créa. Il sort mon affiche, il met Hype Man, il met Majestic 2.0. Je lui ai rien demandé. Moi, je lui ai écrit, mon gars, c'est quoi? Moi, je suis pas Hype Man, tu sais. En réalité, je peux devenir Hype Man après, mais là, je suis en train de... Et après, je vois 2.0, c'est quoi le délit?
Lui, il est insolent, c'est mon ami, donc je me permets de le dire. Il dit, lol, faut laisser. Déjà, j'ai même pas le temps de changer. Carrément. Le gars me dit, il n'a pas le temps de changer. Ouais. Bah, on garde le 2.0 comme ça. Je lui dis, mais c'est quoi? Il dit, bon, je sais pas, tu as pas vu Dadju, mais Dadju 2.0, des choses comme ça. C'est pour faire stylé. Je dis, ok. Bon, tout compte fait, les gens ont partagé déjà l'affiche. Donc, tout le monde, à la base, c'était Majestic 2.0. Ah, le 2.0, le 2.0. Après, je pense que c'est 2 ans après, il refait une affiche. Le même graphiste. Le même graphiste, il refait l'affiche. Maintenant, je vois Majestic 4.0. Ok. Là, j'étais pas pour. Honnêtement, je n'étais pas pour. Je lui ai dit, mais champion, c'est quoi ton truc? Ben, les gens se me connaissent déjà pour 2.0, mais tu reviens. Il dit, mais mon frère, tu n'es plus au même niveau. En réalité, faut garder ça comme un processus d'évolution. Non, lui, c'est ton gars. Ouais, c'est mon gars. Allez, c'est mon gars. Lui, c'est ton gars. Il met ça. Ouais. Mais là, bah, ça prend directement. Les gens, ils ont compris le délire. Le délire. Là, il fallait plus expliquer. Ils ont dit, ah, donc tu as monté en cran, donc 4.0 et tout. Bon, là, 4.0, c'est resté. Récemment, je lui ai dit, ah, mon gars, on passe pas à 5.0. Il dit non. Il a dit non. Et là, non, tout le monde te connaît réellement. Même quand on met ton nom sur Google, c'est Majestic 4.0. Je pense que non, on va faire un autre travail. Ça sera sur le branding, mais pas sur le naming. Okay. Donc, franchement, je le remercie parce que je pense que c'est quand même un plus. 4.0, je pense qu'il y a certains, ils m'appellent juste le 4.0. Donc, franchement. Donc, le public t'a adopté tout de suite. De suite. Il n'y a pas eu, je sais pas, de complications au niveau du public. Honnêtement, ils ne captaient pas c'était quoi le truc, mais eux, ils kiffaient. Ah, il y a un gars qui est au micro, là. Ah, tu connais pas le gars, on sait, là, avec ses cheveux. Mais je pense même, il y a une édition de We Love Eya, où je pense, de base, tu n'étais pas programmé. Et le public a commencé à réclamer, réclamer. Je pense qu'on t'a appelé. Après, je pense qu'il y a plusieurs événements où ça s'est passé comme ça. Il y a plusieurs événements. Où tu n'es pas programmé de base, mais il y a ta communauté qui est là, qui pousse. Ouais. C'est vrai que le public, ils sont devenus, je sais pas, fans de ce que je fais comme travail. Et je suis quelqu'un qui est aussi proche de sa communauté. Réellement, c'est pas le gars qui veut se stariser. C'est le gars, quand il finit sur scène, il descend, il reste avec ses gars, il kiffe avec ses gars, il les remercie. Je remercie d'ailleurs la communauté Cello Event. C'est mes gars, c'est eux, ils étaient partout dans les commentaires. Que ce soit We Love Eya. Ils ont même fait ça sur des festivals comme Afro Nation. Je sais pas. Franchement, c'est une dinguerie. Même sur We Love Eya. Même par exemple, l'édition passée de We Love Eya, quand on m'a annoncé, je suis désolé pour les collègues, mais franchement, il n'y avait que Majestic 4.0 dans les commentaires. Enfin, on t'attendait. Voilà. Donc, franchement, cette communauté-là, c'est un plus. Et tes proches, au début, comment ils voyaient ça? Mon père n'était pas pour. Sachant qu'il est quand même quelqu'un d'ouvert d'esprit, très ouvert d'esprit, parce que depuis la base, il me laissait faire mes cheveux, il m'inscrivait au basketball. C'est d'ailleurs lui qui m'a dit, mais vu ta taille, ta carrure va faire la mode. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est vrai, il est très pointure sur le travail sur l'école et tout. D'ailleurs, l'université, il ne faut pas laisser. Mais en même temps, il est ouvert d'esprit. Mais réellement, le côté hype n'était pas venu parce que, bon, je sais pas, il ne me percevait pas forcément dans ce... En fait, on ne savait pas ce que c'était en réalité. Il y avait ça au Nigeria, mais au Bénin, on ne savait pas, Moi, je voyais des gens comme Pokoli le faire. Je voyais c'était en Amérique le faire. Moi, je voulais ramener ça au Bénin. Mais chez mes proches, c'était pas ça. J'ai vu certaines de mes grandes sœurs me dire que, bah non, ça, c'est pas dans notre famille. En réalité, ton père ne peut pas être un homme de droit. Tu vas faire ça. La seule personne qui m'a jamais abandonné, c'était ma mère. Sinon, tout le reste me jugeait. Et c'est aussi parce que j'ai toujours été premier à l'école. Donc, tu as une tête à l'école, en fait. Voilà. Donc, quand tu es quelqu'un comme ça, de brillant à l'école à la base, on te voit plus vraiment après le bac, c'est que tu es en costume. On ne te voit pas aborder un côté artistique. Donc, voilà. Bon, ça... Ok. Mais c'est quoi les compétences qui font un bon hype man? Moi, je dis l'improvisation et l'écoute. Pour moi, c'est l'improvisation et l'écoute. Parce que j'ai hypé sur des morceaux que je ne connaissais pas. Mais j'étais quand même dans le timing. Parce que quand même, j'avais déjà une notion musicale, un peu quand même développée. Tu sais poser sur des temps. Exactement. C'est aussi mon côté artistique à la base. Qui t'a aidé. Qui m'aide à vraiment
Ok. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Imagine un concert en plein milieu d'un show, bam, silence dans la salle, le son pète, il y a 500 personnes qui te regardent, la musique s'arrête, il y a juste ton micro qui marche, le DJ n'arrive pas à redémarrer sa machine, qu'est-ce que tu fais? C'était un plus pour moi. Je pense que c'est aussi un côté qui m'a fait connaître. Ok. Parce qu'il arrivait plusieurs fois où lorsqu'il fallait switcher du côté des DJ, ok, moi j'étais obligé de tenir sur 20 minutes, parfois quand ça ne marchait pas, sur la scène. C'est quoi le temps le plus long que tu aies tenu comme ça? 1 heure. 1 heure à animer comme ça, sans musique? Exactement, le son ne venait plus du tout. Sans musique? Oui, il y avait problème de groupe. Et genre, il y avait que peut-être le micro qui pouvait marcher, parce que quand on mettait la platine, ça sautait directement. Donc la régie, ils ont essayé de se débrouiller, ils ont mis une partie du son. Ils m'ont dit, si tu peux essayer de tenir, c'était sur Tropical Beach de Dumas, j'ai animé sur 1 heure. Après, il m'a mis 100 000 sur le cachet, donc je ne peux pas oublier. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu abordes ça? Parce que tu te dis, bon, ok, si c'est 5 minutes, si c'est 10 minutes, si c'est 20 minutes. Okay. Mais là, j'imagine, tu es en train d'animer, tu ne sais pas quand est-ce que les choses vont reprendre. Mais là, j'essayais de me rappeler de tout ce que je connaissais comme musique. Dans ma tête, c'était en mode, ok, bon, je vais, je sais pas, techniquement. Au Nigeria, ok, il y a Davido. J'essaie d'aligner. Pendant que le public est en train de chanter, je me dis, mais quel autre son de Davido je connais? Je le remets. Je dis, ok, j'ai fini avec Davido, je prends Burna Boy. On y va doucement, doucement. Donc, 10 minutes. Si tu fais 10 minutes avec un artiste, pour le prochain, tu fais 5 minutes. Tu reviens au Bénin. Tu fais des trucs comme ça. Je pense que le temps passe. Ce n'est plus forcément quelque chose que je fais aujourd'hui. À l'époque, franchement, j'étais champion. J'étais champion dedans. Ça m'est arrivé aussi, parce que je suis obligé de le dire, au Biblos. Ok. On avait un petit problème et tout. Bon, j'ai essayé de tenir au micro, les gens ont kiffé, les gens ne sont pas partis. Mais franchement, c'était bien. Mais ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais comment tu arrives à tenir? Et le public, comment tu expliques cette connexion qu'il y a avec le public et qui fait que tu arrives à tenir le public et que le public qui est venu de base pour écouter de la musique, tu arrives à les embarquer dans une sorte de jeu, en fait? Je m'adapte. Déjà, je suis très observateur par rapport au public. Moi, j'ai mes thèmes que je ne vais pas forcément dire ici. J'ai mes thèmes pour désigner chaque public. Ok. Il y a un public. Bon, on parlait du Biblos. Un public choco, par exemple. Bon, comment tu tiens un public choco? Un public choco, tu le parles. On est là pour s'ambiancer, pour oublier les tralala de la vie. Alors, mesdames et messieurs, disposez-vous parce que ce soir, ce n'est plus forcément vous, c'est moi. Il faut discuter avec le public. Ça, c'est un truc que mes jeunes frères Hype Man ne font pas. Mais là, je leur donne des tips. Franchement, il faut discuter. Il faut rentrer dans la tête du public. Le public choco, ils ne sont pas là pour trop chanter. Ils ne sont pas là, ils sont là. Mais quand tu leur parles comme ça, quand tu leur dis, mais s'il y a des gens ici qui sont là pour faire la fête, si vous avez votre coupe de champagne, essayez de lever, je sais pas, à votre santé, des choses comme ça. C'est des gens, vu qu'ils sont chocos, ces thèmes, ça les touche plus. Tu ne vas pas juste leur dire, levez les mains. Ils ne vont pas le faire. Mais quand c'est, levons nos verres à la santé de la vie, du Biblos, des choses comme ça, ils sont plus disposés. Okay. Mais quand tu es devant un public un peu plus street, un peu plus fou, quand tu viens, tu vas pas venir en mode c'est comment les gars, tu les gars ils se mettent à crier, tu leur rappelles c'est votre gars, c'est moi, vous savez, non, on n'est pas ici là ce soir pour faire le choco. Moi il m'arrive de dire aux gars d'enlever leur habit, ils enlèvent carrément. Vous voyez, donc il faut créer ce monde là, il faut discuter. Quand moi je viens, même quand on m'annonce et que le DJ il met un son, juste pour me faire plaisir, après je pull up toujours. Toujours. Je dis, il faut te poser, je vais prendre, je sais pas, l'ambiance, la température et voilà. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir un blanc et de ne plus savoir quoi faire? Est-ce que tu as déjà connu cette situation? Tu es sur scène et tu choques, tu sais plus. Il n'y a pas d'inspiration? Non. C'est bizarre, mais non. Mais le blanc, je ne dirais pas le blanc, mais manque d'inspiration, ça peut arriver. Mais en blanc, non. J'ai toujours quelque chose à dire. Moi, c'est plus quand le DJ ne suit pas le délire que ça me fait chier un peu. Il y a des fois où, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des fois où... C'est compliqué. Donc, compliqué. Bon, je ne vais pas te dire de dire des noms, mais est-ce qu'il y a des DJ avec qui tu n'aimes pas jouer? Ouais.
Ouais, il y a des DJ comme ça. Ah ouais? C'est pas parce qu'ils ne sont pas forts. Ça passe pas. Pas parce qu'ils sont pas forts. D'ailleurs, le Bénin, c'est l'un des pays qui a les meilleurs DJ selon moi. Il m'arrive quand même de bouger. Mais le truc, c'est quoi? Ils sont pas forcément observateurs. Ok. Ils ne savent pas forcément quoi jouer là où il y a des DJ. Eux, ils ont déjà leur set depuis qu'ils sont à la maison. Ils savent qu'ils vont juste venir dérouler leur set et partir. Et il n'y a pas de changement, peu importe ce qui se passe. C'est pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Il y a même des DJ proches de moi dont je suis manager, mais avec qui je ne veux pas forcément jouer quand il s'agit d'un festival. Il y a des DJ comme ça, mais en même temps, il y a d'autres DJ aussi qui sont vraiment top. Quand ils viennent, ils voient un peu, on est vraiment en phase. Et j'ai créé un personnage qui parfois se retourne contre moi. Un personnage énergétique. Tout ça. Alors que quand je monte et que le DJ lui aussi il est en début de set, il ne va pas balancer des sons. Donc des fois, est-ce qu'il y a des DJ, le fait que tu viennes, ça les influence dans la manière de jouer, ils veulent aller en mode énergie tout de suite? Beaucoup. Parce que quand je viens, je ne suis pas habitué à rester à côté du DJ comme les autres hype man. Je suis l'hype man qui est devant la scène. Donc quand tu as quelqu'un que tu connais déjà énergétique, qui veut qu'on envoie et tout, qui est devant toi, forcément... le premier réflexe, c'est tu accélères. S'il accélère, il va accélérer sur combien de temps? S'il fait 3 heures de 7 ou 2 heures de 7, c'est que ça ne l'arrange pas forcément. Mais vous ne parlez pas avant? Comment on discute. Moi, je discute beaucoup avec les DJ. Je peux venir vers lui, je lui dis, bon, tu vois ce public-là, c'est plus des gens, il faut les mettre First King, il faut les mettre Vano, il faut les mettre Connaissidon, il faut les mettre des sons qu'ils connaissent déjà. Après, on va voir si on ne va pas monter quand ils vont prendre vraiment de l'énergie. Voilà, on essaie de discuter. Majoritairement, on peut s'écrire aussi quand on voit qu'on est sur la même scène. Ok, vous écrivez. Mais toi, comment tu prépares tes scènes, par exemple? Une scène comme Willovea, par exemple, qui a un gros festival aujourd'hui, quand tu es booké dessus, ou une scène comme, j'ai vu que tu as fait des scènes au Togo, au Nigeria aussi, quand tu vas sur des scènes qui ne sont pas, disons, évidentes pour toi, comment tu les prépares en amont? C'est quoi le travail que tu fais en amont? Disons que j'essaie de travailler intelligemment. Quand je dis intelligemment, c'est voir quelle est la cible de cet événement. Par exemple, si c'est Willovea, c'est les benguistes. Moi, je me mets sur peut-être Spotify ou YouTube. J'écoute, dernièrement, les benguistes, qu'est-ce qu'ils écoutent le plus? Je retiens les morceaux phares. Je les classifie, je prends les parties fortes, les parties que j'appelle des parties répondantes, pour quand tu mets, le public peut réagir. Voilà, je fais ça. Et si vous mettez au bloc-notes là, vous allez voir qu'il y a plus de 100 je sais pas, 100 phases où je travaille vraiment. Vous allez voir Willovea 2025, si, ça je travaille. Quand c'est à Lomé, je vois, qu'est-ce qui marche actuellement. Mais il y a un truc que je kiffe, c'est que dernièrement, il y a un style qui est commun à beaucoup de personnes. La mapiano et l'afrobeat. Ça ne tape jamais poteau. Donc quand réellement tu travailles bien, que ça soit un public benguis, choco, street, anglophone, ça passe toujours. Donc je pense que c'est ça. À Lomé, tu peux mettre du coupé décalé. Sur Willovea aussi, des trucs comme ça. Donc voilà, ce genre de préparation. Et je sais que voilà, quand c'est à Lomé, il faut essayer de ramener des vibes locales. Il faut essayer de les avoir avec l'afrobeat, des choses qu'on écoute tous, et puis ça passe. Nice. C'est lourd. Et actuellement, quel morceau tu écoutes et que tu aimerais partager avec les auditeurs là? Disons, j'écoute beaucoup de morceaux. Je vais demander aux gens d'aller streamer. Bon, je ne vais pas dire Sel Meryl parce que c'est trop évident, ils vont se dire, vu que c'est son gars, c'est ça. Mais d'écouter peut-être l'album 11h11 de T-Gang. Que tu aimes beaucoup. Vraiment, tout l'album. Je pense que c'est incroyable, c'est impec. D'écouter Fanico, sur ses dernières sorties, incroyable aussi, le Renoir. J'écoute beaucoup de morceaux, donc je ne peux pas dire un seul titre. Mais actuellement, je suis vraiment concentré sur tout ce qui est local. Donc vraiment, je suis à fond dessus. Ok. Alors, tu animes en festival, tu animes également en club. Fais une dédicace au Black. Ça, c'est important. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à vous rendre tous les week-ends sur le parking de la pharmacie Kangezo, l'un des meilleurs clubs du Bénin, pour ne pas dire le meilleur.
le Black Cotonou. D'ailleurs, vous aurez peut-être la chance de voir M. Nasty. Et toi, tu es tout le temps là-bas, tu chauffes tout le temps. Je suis en showcase. Presque tous les week-ends là-bas. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Le Hype Man résident. C'est ça. C'est ça. Mais quand le club se termine, une fois que tu as chauffé la soirée, tout ça là, quand la soirée se termine et que tu rentres chez toi, tu es dans quel état? Ou quand tu finis de grosses scènes? Moi, je me souviens quand je faisais encore de la scène, les grandes scènes, vraiment les gros concerts, quand tu finis le concert et que tu rentres chez toi, il y a une sorte de solitude qui est, enfin, il y a un pic, un grand déphasage entre la chaleur du public et toi qui te retrouves dans ta chambre là. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis? Ouais, c'est quelque chose que je vis. Mais vu que depuis, je travaille avec une équipe que j'essaie de mettre bien, on fait notre after party. Ok. Donc après la partie, tu fais encore... after party, on se pose quelque part. On essaie d'être fatigué pour rentrer. Quand vous rentrez, vous dormez direct. On va manger peut-être à 7h du matin. On se débrouille pour que tout le monde soit dans l'énergie. Ou c'est rare fois où je rentre pour prier, pour remercier Dieu pour la scène. J'écoute directement des musiques classiques. Déjà, c'est réellement... Si vous voulez connaître ma playlist, c'est ça, c'est Africando. C'est Claude François, c'est vraiment les musiques. Tu déconnectes vraiment de... C'est vraiment ça. C'est Allé Bilaire. C'est des choses comme ça que j'écoute. Ok, j'aurais pas dit. Vraiment des choses sadées, Adou. Je pense que vous bien sûr. C'est vraiment... J'écoute aussi Lagbadia. C'est un artiste masqué. Après, Fela Kuti, c'est vraiment lui. Donc, voilà vraiment un peu ce que j'écoute. Et ça me permet vraiment de me replonger dans un monde mélancolique, de faire vraiment le point de tout ce qui s'est passé, ce que je n'ai pas fait de bien. Parce que même après de grosses scènes, même quand ça crée mon nom, je suis le genre de personne qui se reproche toujours un truc. Ça me permet de me remettre en question. De me relancer. Ok. Mais tu as, on va dire, tu es dans le showbiz et dans la nightlife. Quelle est la vérité sur ce milieu-là que personne ne dit? Ce milieu est vicieux. Ce milieu est très vicieux. Il y a beaucoup de jaloux, mais surtout beaucoup d'hypocrisie. C'est chaud. C'est vrai, c'est pas... La vie n'est pas toutefois rose. Et les gens ne savent vraiment pas tout ce que tu vis au quotidien. Parce qu'on t'a mis forcément à un niveau où tu es obligé de garder l'image. C'est important, l'image. Surtout quand tu es dans ce domaine. Donc parfois tu vis tes galères, tranquille, tu es chez toi. Tu n'as pas forcément grande chose. Tu suivis. Mais quand tu es devant, tu dois essayer de te mettre bien. Physiquement, tu dois avoir la dernière paire. Parce que tu as habitué les gens à parfois, il y a des gens qui m'écrivent. Dites-vous qu'il y a des gens qui m'écrivent. Mais est-ce que ce soit là, tu es dans quel style? Tu veux mettre quelle paire? Même ta propre équipe, ils te disent non, ça tu peux pas. Timberland, là, tu l'as déjà mis la semaine passée. tu mets pas ça. C'est un milieu où, franchement, il faut aller à son rythme. Mais parfois, tu te laisses emporter par tout ce que les gens se disent. Ils te voient devant, ils ne savent pas c'est combien t'as caché. Ils ne savent pas comment tu vis, ils ne savent pas combien tu payes comme loyer. Les vraies réalités, ils ne savent pas. Mais bon, on fait avec. Est-ce que tu as déjà eu envie de quitter ce milieu-là? Non. Pas encore? Jamais. Non, je n'ai pas encore eu envie. C'est vrai que j'ai connu des périodes où... Ça t'a fatigué mentalement ou physiquement? Oui, mentalement. Physiquement, j'ai voulu retourner forcément dans tout ce que je sais faire, les institutionnels, c'est-à-dire rédiger des projets, le marketing, la communication. Mais après, je me suis dit non, si je laisse, il y a des petits, ils ne vont pas s'en sortir. Je dis ça comme ça parce que je sais que si aujourd'hui je laisse le hype, même les jeunes qui viennent derrière, ils n'auront pas de mentor. Non, c'est vrai, je les observe. Et je vois avec un sentiment de soulagement qu'ils essaient de reproduire, même en termes de contenu, même en termes de je sais pas, physique. Parce que les hype bands d'aujourd'hui, ils font comme Majestic, au Bénin en tout cas. Je sais pas, peut-être que les gens vont dire que c'est pas humble. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est avec fierté que je le dis. Si j'ai instauré quelque chose, que je vois d'autres personnes le faire, et de la même manière que je le fais, j'aime. Les hype bands à la base, ils étaient derrière le DJ. Même au Nigeria.
pour que lui il est à côté du DJ comme ça avec son micro. Mais aujourd'hui, quand je vois de gros talents comme Samuel IDH, Creamy Hype, tous les jeunes, Petus Copa, Nicanor, qui viennent, directement ils sont devant la scène, je me dis, ça c'est le bon style, donc ça va. Donc ça m'est jamais encore arrivé de penser à quitter. Je suis à 2%, donc je peux pas quitter. Écoute, donc le meilleur est à venir encore. Mais c'est un milieu où tu as de l'alcool, où tu as la pression, tu as l'image. Comment tu fais pour garder le contrôle? Vous avez dit ça parce que vous me connaissez un peu de ce côté-là. Moi, je suis pas fumeur. J'ai jamais pris une cigarette de toute ma vie. Jamais. Et je ne prends pas d'alcool. Si je le prends, c'est que c'est très occasionnellement. Sinon, c'est de l'eau ou bien du jus. Donc tu as cette hygiène de vie. Je ne me laisse pas influencer. Je pense que vous m'appelez, vous avez un nom là, Cardio Monde Bien. Là, donc, je pense que si je tombe dans ça, je ne ferai pas forcément la même énergie à donner à chaque fois. C'est comme ça dans ma tête. Je pense que c'est psychologique. Le jour où je vais prendre une cigarette, je vais me dire que là c'est que mon corps est en danger, donc c'est sûr que faudra rattraper, il faudra faire des choses. Non. Donc tu fais vraiment attention à ton hygiène de vie. Ça, parce que tu dors pas, tu dors quand? Comment tu fais? Ça, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Tu dors quand? Je dors rarement. Je ne sais pas. Je dors peut-être en journée parfois. Des repos de 2 heures. Parce que pour ceux qui ne savent pas, très souvent je suis encore au bureau. Je suis encore au bureau, casquette de directeur artistique, rédacteur de projet et tout. Donc je dors rarement. Peut-être c'est parce que j'essaie de tenir cette hygiène de vie que peut-être le très haut me compense avec cette énergie-là. Avec cette énergie, en tout cas, si c'est ça qui marche, faut continuer. Faut continuer comme ça. Et je ne serais pas contre fétiche noir, en tout cas, de temps en temps. C'est entendu, on va se prendre des petits verres de temps en temps pour célébrer la réussite. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu parlais du chemin que tu es en train de tracer et pour les hype man de la nouvelle génération. Aujourd'hui, est-ce qu'un hype man peut vivre de ce métier au Bénin? Oui. Je pense que tout est dans la stratégie. Je vais juste leur dire de ne pas se vendre moins cher. Ça, c'est très important. Tout est dans la stratégie. Parce qu'un hype man, c'est quelqu'un qui peut avoir des scènes toutes les semaines. D'ailleurs, c'est un point qui me fait un peu peur quand je pense à ma carrière d'artiste ou bien de musique. Parce que je me dis, tu vois, les artistes, ils n'ont pas encore une scène depuis le début de l'année. Il y a des artistes qui n'ont pas encore 2 scènes. Mais toi, tu tournes constamment. Mais quand tu vas forcément adopter cette casquette d'artiste musicien, comment ça va se passer? Est-ce que tu penses que... Voilà, justement, aujourd'hui, quand tu vois ça de l'intérieur de l'industrie, tu vois comment les DJ tournent, comment les artistes tournent, comment les hype man tournent. Tu as envie... Est-ce que la carrière artistique te donne toujours envie? Ou qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle te donne aussi envie? Parce qu'il faut se dire la vérité, et ça c'est un point, juste tu tournes plus que la plupart des artistes. Je pense qu'il y a un artiste qui doit tourner autant que toi, en tout cas on peut dire tu tournes minimum autant que Vano. Ça, qui est le top artiste, ou que Axel qui est un top artiste. Tu tournes autant que les top artistes, sinon plus, parce que ta discipline te permet de faire plus de choses et tout. Est-ce que tu te vois redevenir juste artiste, juste rappeur? Je ne sais pas. Je ne sais pas si si en tant que musicien je vais marcher autant que Vano, Fanico, Axel Merrill et tout ça. Je ne sais pas. Mais je sais que ce que je fais actuellement, ça marche. Et c'est une passion qui me brûle, parce que c'est tout ce que je peux donner en tant que musicien aussi. Et je ne sais pas si je vais trouver le moyen de combiner les deux, ce qui n'est pas évident. Parce qu'il faudra laisser forcément le côté hype si tu veux vraiment devenir un grand artiste. Et sur le point, j'aime beaucoup les scènes. Attention, un jour, la casquette d'artiste va me priver des scènes, ça sera compliqué. Donc là, j'essaie de faire un travail. Produit peut-être des sons, peut-être Triangle de Bermude, parce qu'en réalité c'est des sons dans ce format. Dans ce format-là, peut-être que ça va marcher. Dans ce format-là où je fais des scènes. Et en même temps, je hype, mais je ne sais pas si ça va donner de la crédibilité. Je pense que vous êtes mieux placé pour
pour après, me donner je pense pas qu'il y ait une recette. Je pense que faut tester. Mais ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que la majorité des artistes ne tournent pas comme un hype man peut tourner. Je suis celui-là qui a fait plus de scènes que tous les artistes. Ouais, je pense. Je ne dis pas le mieux payé, je ne dis pas ça, mais en termes de scène, parce que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, je peux pas compter. Mais justement, tu as parlé de payer, tu as parlé d'argent. Entre le début de ta carrière, c'était quoi ton premier cachet? 5 000 francs. Bon, moi c'était 15 000. Ah ouais, c'est 5 000 francs et c'était pas un cachet. Ouais, c'était un déplacement. C'était 5 000 francs. Ouais. Je me rappelle, 5 000 francs. Après, j'étais venu avec mon vidéaste. Il m'a pris à moto et tout. À la fin, on m'a dit, on a kiffé, on m'a remis 5 000 francs. Moi, j'ai pris. En ce moment-là, c'était pas mauvais. Parce que si j'étais à la maison, je n'allais pas faire grand chose. Donc, et je le faisais, ça m'a pas gêné. J'étais mannequin. Et je gagnais déjà en tant que mannequin sur des femmes, donc c'était 5 000 francs. Ok. Mais comment est-ce que... Et ça, c'était il y a combien de temps? Il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Maintenant, en 7 ans, ton cachet, il a augmenté à quel niveau? Beaucoup. Beaucoup. Très beaucoup. Non, on sait ça parle. Oui, on sait. Bon, en plusieurs centaines de mille, ou un hype man peut toucher des millions aujourd'hui? En tout cas, moi, j'ai déjà touché le million. Ok, d'accord. En un cachet. En un cachet? Ouais. Okay. Oui, en un cachet. Ok. Et la première fois que tu as touché un cachet comme ça, qu'est-ce que tu as fait avec? J'ai donné la dîme. Ok. La première chose que j'ai fait, c'est donner la dîme. J'ai fait plaisir à ma mère. Et après, je l'ai mis à la banque. Je vais voir ce que ça fera. Tu es dépensier ou tu es plutôt économe? Non. Dans quoi tu dépenses ton argent? Les baskets. Ok. Et dans les achats à Erevan. Parce que je suis le genre de personne, parce que je stresse. D'ailleurs, je stresse beaucoup parce que je bouge beaucoup, je fais beaucoup de choses. Je fais des achats compulsifs. Ok. Ça, c'est pas bon. Tu as besoin, moi aussi, je suis un peu comme ça. Je vais être en train de me balader, je vais dire, bon, écoute, j'ai envie de m'acheter un jean. Alors que j'en ai pas besoin, je vais m'acheter une paire de chaussures alors que j'en ai pas besoin. C'est ça. Parce que même pour venir ici, je suis passé à la boutique pour prendre €1. Alors que c'était pas Merci. Merci. Non, bon, je te comprends. C'est ça. J'ai pris 2. Pour voir quelle couleur. Voir quelle couleur irait mieux. Donc, c'est pas bien. Non, effectivement, c'est pas bien. Mais bon, à Skip, il faut avoir des vices. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas. C'est mon vice. C'est plus ça. Ok. Écoute, aujourd'hui, tu es une star de la nuit. Ça change quoi dans la façon dont les gens te traitent? Est-ce que tu sens plus de considération quand tu arrives quelque part? Est-ce que... Ça dépend. Peut-être parce que ça me prive peut-être d'une certaine crédibilité ailleurs, mais en réalité dans la nuit, je pense que il y a réellement plus de potes qui se ferment, que ce soit dans des festivals, dans des concerts, dans des lieux. Ça c'est majestique. Laissez-le passer. Des fois, une fois je suis déjà entré dans une soirée où même des gens qui avaient de l'argent, ils sont pas rentrés. Après j'ai dû dire que c'est mon grand dos. Je dis, c'est mon manager. J'ai dû dire à la personne, c'est mon manager. Parce que c'était un grand dos qui lui me donnait de l'argent. Mais lui, il est là. À la porte. On dit, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Et moi, je viens, on dit, c'est majestique. Je ne suis même pas sur la liste. Je suis venu. On a dit, c'est majestique. Sinon, ils disent, c'est le gars. Bon, sûrement, il est venu pour hyper ou bien pour faire quelque chose là, tranquille. Et les gens sont contents que tu sois là. Quand tu viens dans la soirée, vrai. Il y a ça. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu es conscient aujourd'hui que quand tu viens là à des endroits, les portes vont s'ouvrir forcément, et comment toi tu le vis? Non, je ne suis pas ce genre de personne qui a un but de sa personne. Quand je viens quelque part, je n'essaie pas de forcer. J'attends toujours qu'on m'invite. Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux faire ça? Mais bon, il y a des gens dans mon équipe qui sont pas ça. Ils disent, je suis le vidéaste majestique, je suis l'assistant. Généralement, les entourages profitent plus que... Clairement, Kamel Otis, il est là en mode,
je suis l'assistant de Majestic. Il y a Junior qui dit, ah non, je suis le vidéaste de Majestic. Ils vont sur des festivals, carrément. Mais bon, ça, je ne vais pas dire. Ils vont sur des festivals où je ne suis même pas là. Je ne suis même pas là. Je ne suis même pas sur le festival parce qu'on les a vus plusieurs fois avec moi. Bah, on les laisse entrer. Mais ils vont profiter. C'est normal. C'est normal. Laisse-les kiffer. Donc, laisse-les kiffer. J'attends qu'on me fasse, je ne sais pas. Qu'on me reconnaisse peut-être ma place. Bah, si je ne l'ai pas, moi, je me casse. Je ne reste pas là où on ne veut pas. Donc, voilà un peu. Est-ce que tu as senti des gens changer avec toi, avec cette notoriété-là? Oui. Des deux côtés. Positivement comme négativement. Il y a des gens qui se font des idées toutes seules. Même avant, j'ai toujours été quelqu'un d'occupé. Même avant d'être connu en tant que hype man, je suis le genre de personne qui ne dormait pas. J'étais souvent en entraînement au basket. Après, j'allais à l'entraînement top modèle et tout. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent que parce qu'aujourd'hui il est connu, ou bien, je sais pas, je suis même pas connu d'ailleurs. C'est parce que c'est qui nous ignore, ou bien il ne répond pas aux messages, alors que ça n'a rien à voir. Parfois, il faut même comprendre que cette personne-là ne le fait pas sciemment. Mais en même temps, il y a d'autres personnes aussi qui apprécient ce que je fais et qui essaient de se rallier pour apporter un plus. Donc, c'est des deux côtés. Et Axel Merrill, c'est ton cousin. Donc tu évolues dans le showbiz, on va dire au plus haut niveau. Tu as ta carrière, il a sa carrière. Mais être à côté de lui, c'est un avantage ou c'est une pression? C'est un avantage et c'est une pression. Axel, c'est un bosseur. Donc quand tu as quelqu'un qui est comme ton grand frère, Axel Merrill, c'est incroyable. Parce que, feu ou pas, on est proches, très proches. Mais je le respecte encore pour tout ce qu'il a fait déjà et tout ce qu'il continue de faire. Quand tu as Axel Merrill qui ne dort pas, quand tu es à la maison chez lui, il peut te réveiller à 3h. C'est ce qu'il a fait pour son hit. Je m'en fous. On était là, le gars il est au studio. Nous, on était déjà fatigués, on jouait à la play au salon. Il venait écouter, il jouait au piano. Franchement, nous, on a trouvé ça bizarre. On n'était pas. On dit, mais toi, tu crées quoi? C'est quoi? Il jouait au piano, attends, ça ressemblait à une cantine pour enfants. Mais non, lui, il est resté dans sa ligne. Quand tu as j'ai vu une interview, il disait que l'équipe n'était pas pour. Que vous n'étiez pas pour qu'il sorte le son. Je m'en fous, là, on n'était pas. Mais il a trouvé comme la recette. Il ramenait un haïtien, un tonémiste et tout. Donc, je lui ai dit, c'est un avantage. Parce que tu gagnes déjà de son expérience. C'est quelqu'un qui aime partager. Quand il fait un post, il te met, il t'identifie, il te donne du crédit. Donc, tu gagnes un avantage en visibilité, en expérience. Mais c'est une pression. Parce que quand tu es un bosseur aussi, quand tu as quelqu'un aussi qui veut réussir comme moi, tu te dis, il faut que je fasse autant bien que lui. Là, je le vois à Lomé en train de créer des choses. Je me dis, mais il faut que je fasse des choses. Il me dit, Majestic, tu as un vidéaste, il te crée du contenu tout le temps. Pourquoi tu me montres ça sur ton téléphone? Je ne veux pas voir sur ton téléphone. Il faut poster en ligne, je vais republier. Il me dit, tu t'amuses avec tes réseaux. Quand lui, il a des millions d'abonnés, mais que toi, tu es là avec lui et qu'il veut que tu aies autant de vision. C'est pas quelqu'un qui... Il veut vraiment que son entourage aussi, ça bouge, ça décolle. Il te dit, non, il faut poster. Tu ne postes pas, tu gardes ça dans ton téléphone, c'est beau, ça ne sert à rien. Donc c'est un avantage. En même temps, c'est une pression. Il faut faire bien. Mais quelle est la plus grande leçon que tu as appris concrètement, une leçon concrète qu'il t'a donnée? L'humilité. Les gens, ceux qui ne le connaissent pas, ne peuvent pas savoir, mais l'humilité, la persévérance. Si aujourd'hui, je pense que si Axel dit qu'il va devenir président, moi je lui donne 50%. Déjà que c'est qu'il est à la présidence, parce que c'est quelqu'un, il est têtu, mais dans le bon sens. Donc persévérance, c'est quelqu'un, quand il veut un truc, franchement il travaille pour, et puis il est humble. Il est au service de ses proches. Je le dis, Axel, il peut te dire, viens, je te fais la photo. Non, vas-y, laisse l'assiette, je te le déparation. Il est vraiment quelqu'un d'humble et puis il se prend pas la tête. Mais et une chose que chez lui, que tu ne veux pas reproduire, que tu te refuses de reproduire. Il se laisse affecter parfois par l'opinion publique.
je pense que ça peut arriver à tout le monde. Mais en réalité, je sais pas. Une chose que je n'ai pas reproduit, parce que je vais dire ça. En même temps, il est comme mon mentor. Hein. Ouais. Donc réellement, tout ce qu'il fait, d'habitude, je suis pour. Seulement que je ne veux pas répondre aux commentaires. Ouais. C'est une star, mais parfois il se laisse aller. Parfois il oublie qu'il est Assel Meril. Ouais. Donc ça, moi je ne pense pas reproduire et tout. Okay. Et il n'aime pas perdre. Moi, ça, c'est bizarre. Hein. À la FIFA, dans tout. Non. Ça... Il veut jamais perdre. C'est un mauvais perdant. Ouais, ça c'est vrai. Ok. Alors, et sur les réseaux, est-ce que tu es naturel ou c'est un personnage que tu joues? Non. J'ai pas de personnage. En plus, tu as une gamme sur les réseaux de jours là. Tu places des phrases. Ouais. Tu as une inspiration. Ouais. Dernièrement, c'est bizarre. Dernièrement, honnêtement, j'essaie d'être drôle, comique. Je pense que ça doit être fatigant à ma communauté de me voir tout le temps que sur scène. Ouais. Ce qui fait que, en réalité, ils me connaissent, mais en réalité, est-ce qu'on développe vraiment cette relation majestique et ses abonnés? Donc, j'essaie vraiment de descendre un peu, de ne pas que les embrouiller avec des freestyles, du hype. Ouais. J'essaie de... Et c'est pas un personnage. Je me présente comme ça. À la maison, même quand je suis pas devant les caméras, j'ai une casquette. Ouais. J'ai des trucs, c'est moi, quoi. Ok, on a pu voir durant cet entretien, tu es très croyant. Ouais. Mais tu travailles dans la nuit. Comment tu fais pour concilier les deux? Comment tu vis cette réalité au quotidien? Tu es croyant, mais la nuit, comme je disais, tu as déjà éliminé l'alcool, la cigarette, mais tu as les femmes, tu as l'argent qui peut amener des tentations, les deux. Est-ce que comment tu arrives à vivre ta foi dans ça, sachant que le showbiz n'est pas un milieu sain aussi? Je pense qu'on n'a pas la même définition, les gens et moi, de la foi. Ok. C'est quoi ta définition de la foi? Dieu, il est miséricordieux. Il est amour et il regarde au cœur. Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Donc, je pense qu'il voit. C'est vrai que parfois, les gens ils se disent, toi, tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça, tu peux faire ci. Mais sur mes scènes, nombreux sont ceux qui me voient hyper avec des chansons chrétiennes. Ce que j'essaie de ramener, je ne m'écarte pas. Je ne veux pas plaire aux gens en n'étant pas chrétien. Donc, j'essaie de montrer un peu ce que je fais. Je ne suis pas le gars qui veut fumer juste pour entrer dans un cercle. Si je devais le faire, je l'aurais fait depuis parce que, tu sais que c'est des gars, ils kiffent l'alcool, ils kiffent si. Donc, pour les rejoindre, il faut forcément faire service. Non, je m'écarte de ça. Je vis ma foi comme tout chrétien, mais j'essaie de connaître les limites de Dieu. Et c'est ça. Pour la foi, c'est ce que je garde le plus, c'est la crainte de Dieu. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des scènes que tu as refusées par conviction religieuse? Je sais pas, je te demande juste. Oui. Ouais. Il y a des scènes... Même si c'est payé de fou... Je pense que j'ai raté l'une des scènes les plus... Je sais pas, rentables, en termes de cachet, juste à cause de ça. Juste à cause de mes convictions religieuses. Je voyais que cette scène-là, ça ne cadrait pas forcément avec ta manière d'exprimer ta foi. Cette scène-là abordait plus le côté culturel que cultuel. Mais j'ai refusé à 2 reprises. J'ai même laissé mes amis y aller, travailler et tout, parce que je trouve que c'est bien, mais forcément, ça n'entre pas dans mon identité. D'accord. Donc, tu as refusé une 3e fois encore? Ou tu as évolué sur la question? Non, je n'ai pas évolué sur la question. Jusqu'à là, je n'ai pas évolué. Peut-être que, vous savez, Dieu, comme l'a dit, Dieu, il est bizarre. Dieu, il peut utiliser quelqu'un que tout le monde juge, juste pour accomplir de grandes choses. En même temps, il laisse peut-être quelqu'un qui est un gros pasteur, il le laisse de ce côté pour juste pour... Donc, je sais pas. Je ne vais pas dire que, voilà. Mais sur ces 2 éditions, c'est l'inspiration que j'ai eue.
Donc, après, tu fonctionnes beaucoup à l'inspiration, au feeling. Voilà. Ok, bah écoute, en tout cas, que Dieu t'inspire à faire les bons choix et les choix avec lesquels tu seras le plus aligné. Mais comment est-ce que tu te vois dans le futur? Parce que là, il y a toute une nouvelle génération de hype man qui vient, qui est en train de monter. Il y a déjà pour toi, dans cette nouvelle génération-là qui est après toi, c'est les trois qui sont tes coups de cœur, ce serait qui? Si tu dois citer 3 noms. Je ne vais pas faire des jaloux. Il y a Crémy Hype. Il y a Lupin Hype. Ok. Et il y a Samuel Idiach. Ok. Parce que lui, je me rappelle de quand il voulait commencer. Ouais. Il venait sur mes scènes. Il me disait, ah, mais c'est toi, un jour là, je vais te dépasser. Il me disait ça carrément, Samuel Idiach. Il me disait ça. Il disait, ah, je vais faire comme toi, t'inquiète. Ouais. Et vraiment, il a commencé et j'aime beaucoup. Ouais. Parce que lui, on me parle beaucoup de lui. Avec son manager, je pense qu'ils font beaucoup de travail, surtout sur l'image aussi. Ouais. Je pense que ces gars-là que j'ai cités, ils vont donner. Il y a aussi Scopa, mais qui ne tourne pas dernièrement beaucoup parce que je pense qu'il est en train de travailler dans l'ombre et que ça va donner. Mais est-ce que le game va se compliquer plus? Parce que là, est-ce que tu sens que tu as de la concurrence? Je parle même pas de... Je parle vraiment techniquement, je parle même pas humainement parce que bon, tu as fait quelque chose et ça, l'histoire ne peut pas te retirer, personne ne peut te retirer, mais au niveau technique, est-ce que tu sens qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils viennent te chercher? Est-ce qu'ils te challenge? Oui, me challenge, c'est normal, c'est naturel parce que ils veulent forcément en faire plus. Ils veulent la tête du roi. Et s'ils le font plus, c'est que le trône est convoité. Je ne dis pas que j'ai le trône, parce que l'erreur qu'ils feront, c'est de me surestimer. De te surestimer. Ok. Donc à travailler. Et que le meilleur gagne. Le meilleur gagne, parce que moi, je vais pas les laisser. Ça, c'est clair. Si je les laisse, c'est que, je sais pas, d'ici 3 ans, je pense que je vais faire le stade de l'amitié, Inch'Allah. Ok. Donc après, je l'ai dit, voilà, profiter, il y a peu de soucis que moi je me reconvertisse en d'autres choses. Voilà un peu. Et le truc, c'est quoi? Je suis le genre de personne qui aime les concurrences saines. J'ai commencé avec Chris Manager. Je lui ai fait un gros big up. C'est vraiment le seul ancien que je peux dire, lui et moi, vraiment, c'est la même génération. Les autres, ils sont venus après moi. Il y en a même qui étaient promoteurs. Par exemple, le Crémy dont je parle, il était promoteur à la base. Il me trouvait carrément des scènes. Et aujourd'hui, il est hype man. Moi, quand je trouve des scènes et que je suis occupé, je les recommande. Il n'y a pas de l'adversité. Non. Peut-être qu'il y a des challenges. C'est clair qu'il y aura des challenges. Aujourd'hui, ils prennent des marchés que je prenais à la base. Mais aujourd'hui, le fait est que moi aussi, j'essaie d'élever mon standing. Donc, ce n'est plus forcément la même vision. Ils font leur chemin. Je fais le mien aussi. Et on dit, quand tu ne donnes pas la force te laisse. J'essaie de donner la force. Publier le contenu, donner des conseils, essayer de créer des choses ensemble. C'est un peu ça. Et ça donnerait quoi? Est-ce que vous arrivez à collaborer? J'ai aucune idée de comment ça peut se passer, mais est-ce qu'il y a des collaborations entre hype man? Je les invite, parfois sur Mersenne. Venez, on travaille et tout. Mais là, je pense qu'on va aller sur des formats vidéo. Pour faire des choses. Ça, je suis en train de penser, les inviter sur des formats, des choses comme ça, à la maison, créer des choses ensemble pour qu'on voit que voilà. Mais comment un hype man définit son style? Est-ce qu'il y a différents... Est-ce que toi, tu as ton style et est-ce que tu vois d'autres styles chez d'autres personnes? Tu vois, comme les rappeurs, par exemple, chacun a son flow, chacun a son truc. Est-ce que dans la manière d'approcher le public, dans la manière de hyper, est-ce qu'il y a différents styles ou c'est tous la même base que vous suivez? À la base, je disais qu'il y a des hype man qui sont plus à côté de DJ. Il y a moi qui suis plus devant. Mais si vous voulez parler de registre, c'est ça? Disons que moi, je suis plus par exemple, à ma piano que certains. Je suis plus afrobeat que certains. Même coupé décalé plus que certains, qui se concentrent uniquement. Il y a des hype man même aujourd'hui parmi les jeunes qui viennent, qui n'arrivent pas à faire du coupé décalé. Alors que dans les clubs, ça va forcément tourner. Donc moi, je suis plus polyvalent. Je me définis plus...
Je tâte, je touche un peu de tout, même si je me sens plus à l'aise avec amapiano, afrobeat. Et sur quel style tu es imbattable? Amapiano? Ouais, amapiano. Et oui, amapiano. Ouais. Je suis imbattable parce que je vais te sortir des flows comme un artiste, quelque chose que tu ne pourras pas faire. Ouais, je pense que je suis imbattable parce que moi j'aime créer. Ouais. Et beaucoup d'hype band, ils font déjà ce qu'il y a. Ouais. Et ils s'inspirent du Nigeria. Tu vas attendre sur Gaiden, oui, des trucs qui existent déjà, sans pour autant créer. Mais moi, je te sors peut-être mon charabaya sur 1 heure. Tu vas rien comprendre, mais tu vas danser. C'est comme Arafat. Et tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, peut-être plusieurs scènes déjà avec Rima. Ok. Je pense. C'est ça ton objectif, tu l'as dans le viseur? Ouais, lui, je l'ai dans le viseur de fou. Ouais. Je serai avec Assel, c'est clair, mais réellement, je sais pas. C'est l'un de mes gros buts, partager une scène avec Rima. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et après, peut-être Travis Scott. Parce qu'en termes d'énergie, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Ouais. Et dans 5 ans, ça sera après mon stade de l'amitié. De l'amitié. Ouais. Mathieu Kouroukou. Je pense qu'il le remplit, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Important. Je ne sais pas quelle formule tu vas faire, mais... On va trouver. Ouais, on va trouver. Et on se dit ça depuis un certain moment, mais il faut qu'on fasse un studio ensemble. Il n'y a pas de souci, moi je suis prêt. Qu'on essaie de créer quelque chose, ça peut être intéressant. C'est une idole. Ça, merci. Merci. Même quand vous venez en club, je vous connais vos chansons, même des vieilles chansons, tout ça. Donc... Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai. Donc je pense que ça va se faire. Ok. Je suis là. Comme c'est devant tout le monde maintenant. On l'a dit. Mettez la pression, commentez pour que je fasse un studio avec le boss. Donc. Non, on va le faire. C'est au programme. Merci. C'est au programme. On va essayer de créer une sauce et tout. Il n'y a pas de souci. J'espère que les gens vont streamer. Ouais, il faut. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission là. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous qui tu es, d'avoir partagé ton art. Je pense que ça va en inspirer d'autres. Et c'est bien ce que tu fais de continuer à essayer de pousser les limites de cet art qui est très récent. Ça fait même pas encore 10 ans que ce phénomène est arrivé, mais il a pris une ampleur avec la manière dont le club a changé, avec la manière dont les événements aussi ont changé, où les DJ sont plus mis en avant. Donc maintenant les hype man également, c'est un art à part entière, une discipline à part entière que tu représentes valablement. C'était un plaisir pour nous de t'avoir ici. Et puis, bonne chance. On se voit au studio. Après, on se voit au stade. Ouais, c'est ça. Exactement. Le studio après le stade. Merci, Levi. On est ensemble. So, ladies and gentlemen, thank you. It was Cotonou Boy Show with Majestic 4.0. Cotonou Boy Show.